à la base, j'ai pensé à ce projet pendant de nombreuses années, pour différentes raisons. D'une part parce que mon père est congolais, ma mère est suisse-allemande, je suis née en Suisse, j'ai 2 frères aînés et mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Et en fait, à partir de là, j'ai grandi avec ma mère qui s'est remariée avec mon beau-père qui est suisse aussi et blanc. Donc on a été élevés en tant qu'enfants métis, mais au sein d'une famille très blanche. Et c'est vrai que la question de l'identité s'est très tôt posée, puisque j'ai grandi dans les années 70, en plus dans un village en Suisse romande, où on était les seuls racisés. Et puis mes frères qui étaient plus âgés que moi, je pense que pour eux, la situation était différente. Mais pour moi, c'était très compliqué, parce qu'à l'école, j'ai essuyé beaucoup de remarques par rapport à ma couleur. J'ai une professeure qui a fait croire à ma mère que je n'avais pas les capacités intellectuelles pour suivre le cursus scolaire normal. Donc ma mère a dû me faire passer des tests qui ont prouvé que j'avais une intelligence tout à fait correcte. Mais en fait, à chaque fois, j'ai dû vraiment justifier ma présence ici et surtout ma légitimité. Donc on m'a toujours renvoyée à mon altérité. En fait, à l'adolescence, j'ai eu énormément de violence à l'égard des personnes qui me reprochaient finalement ma présence et qui me faisaient sentir que j'étais différente. Et donc j'étais énervée contre un système en fait, mais c'était un système qui était tellement figé qu'il n'y avait aucune possibilité de se battre contre, et surtout je me sentais extrêmement seule parce que j'ai commencé mes études, mon gymnase à Lausanne, mais il y avait, on était 2 filles racisées et c'était vraiment très compliqué de pouvoir juste exprimer ce qu'on ressentait. Donc je pense qu'à partir de là, j'ai décidé d'aller vers la voie de la sécurité, en quelque sorte, parce que j'ai compris que battre sans avoir les bons outils pour se battre, c'était se battre contre un mur. Donc à partir de là, la seule option possible pour moi, une option de survie à quelque part, ça a été de choisir l'assimilation totale. Donc à partir de 20 ans, j'ai commencé à faire des tissages et à gommer tout ce qui pouvait vraiment être en lien avec mon africanité, d'autant plus que je voyais très bien que les regards portés sur mon père étaient des regards négatifs. Donc pour moi, finalement, aller vers le positif, c'était aller vers ma mère blanche et tenter de lui ressembler le plus possible. Donc dans cette idée-là, j'ai vraiment gommé, je pense, tout ce qui pouvait l'être, dans la mesure où je ne pouvais pas changer de couleur de peau, mais en tout cas j'ai essayé de me faire accepter, et pour moi me faire accepter c'était trouver la validation blanche. Et donc je me suis mariée avec un Suisse et j'ai eu 2 enfants, et à la naissance de mes enfants j'ai encore un peu plus tenté de gommer tout ce qui pouvait faire de moi, tout ce qui pouvait relever d'une certaine différence. Et ça a duré comme ça pendant presque 20 ans. Je suis devenue journaliste. Au sein de la rédaction dans laquelle je travaillais, il y avait au départ des remarques et puis petit à petit, les gens ont pris l'habitude de me voir, mais c'est vrai qu'on était très peu de filles, on était à nouveau que 2 filles racisées. Et surtout, j'avais pris le nom de famille, dès que j'ai pu, j'ai pris le nom de famille de mon mari, dès qu'on s'est mariés, donc c'était un nom très suisse, c'était Barbeza. Et chaque fois que j'appelais pour faire des interviews, je travaillais dans la presse écrite, quand j'arrivais à l'interview, souvent les gens ils notaient un étonnement du type « Ah, c'est vous !» Ou alors c'était « Ah, mais on attend une journaliste !» Puis je disais « Non, mais c'est moi la journaliste !» Et tout d'un coup, je sentais l'étonnement dans le regard du type « Mais enfin, ah bon donc vous pouvez être noire et journaliste !» Et c'est vrai que je pense arriver à 40 ans, tout d'un coup, j'ai eu vraiment une sorte de constat
qui était assez triste parce que j'ai constaté que malgré tous mes efforts, malgré le fait que j'avais tout fait pour être acceptée, on me renvoyait encore et toujours à mon altérité. On me faisait encore et toujours sentir que finalement on se demandait pourquoi j'étais là. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce que les autres, elles vivent ça aussi? Parce que le monde a évolué depuis. Évidemment, dans les années 70-80, il y avait très peu de Noirs en Suisse. Il y avait une immigration qui était quand même tout à fait relative. Et là, je regardais autour de moi et je voyais énormément une nouvelle génération, beaucoup plus multiculturelle. Je voyais vraiment, il y avait une représentation noire qui était nettement plus conséquente. Mais par contre, ça ne suivait absolument pas, ni dans les médias, ni à la télévision, ni au niveau du politique. Donc je me disais, mais cette représentation, finalement, je la vois uniquement dans la rue, dans la vie sociale. Je ne la vois pas représentée à d'autres niveaux. Puis surtout dans les médias, quand j'écrivais, j'écrivais toujours des sujets sur des personnes non racisées, dans tous les cas. Et je me suis dit qu'il fallait absolument qu'il y ait un espace de parole pour des femmes noires, surtout des femmes, parce qu'il y a quand même cette idée d'intersectionnalité. Et puis pour moi, on est nettement plus vulnérable dans ce contexte-là. Et donc à partir de là, j'ai décidé de créer un compte Instagram qui s'appelle Noir. Et sur ce compte Instagram, j'ai donné la parole à des femmes racisées. Donc je leur posais à chaque fois les mêmes questions. Il y avait une systématique de 5 questions. Et à partir de là, ça m'a donné accès. C'était une porte d'entrée vers l'autre, puis surtout une porte d'entrée aussi vers moi, parce que j'ai compris qu'on vivait toutes cette ambivalence et certaines plus ou moins que d'autres, ça s'inscrivait de différentes manières, mais il y avait quand même un ressenti général qui était de l'ordre de la difficulté à exprimer notre vulnérabilité et puis surtout le besoin de pouvoir faire entendre ce qu'on vivait. Et faire entendre aussi les discriminations. Il y avait vraiment aucune place pour la parole en Suisse, pour la parole noire, il n'y avait pas cette place-là. Et j'ai vu ce film d'Amandine Gay qui s'appelle Ouvrir la voie. Je me suis dit que c'était extrêmement intéressant qu'elle le fasse en France de cette façon-là. Et j'ai eu envie de faire le pendant de ce film, ou en tout cas aller dans ce même type de réflexion, mais par rapport à la Suisse, parce que la Suisse a encore, à la différence de la France, une forme de déni par rapport au racisme qui s'y joue, dans le sens où elle peut toujours se replier derrière le fait qu'elle n'a pas eu de colonie. Et donc la Suisse a cette image extrêmement lisse, finalement, et idéalisée d'un petit paradis dans lequel tout le monde vit une vie faite de simplicité, d'authenticité, et sans qu'il y ait de discrimination, ce qui est bien évidemment à l'heure, mais le fait est que c'était présenté comme ça. Et je me suis dit, en fait, il faut contrarier cette idée. Et à partir de là, j'ai vraiment eu envie de faire ce documentaire, à la fois pour visibiliser les femmes noires, et en même temps pour leur donner enfin la possibilité, un écho en dehors d'Instagram, parce que pour moi, ce n'était pas suffisant. Puis j'avais vraiment envie qu'il y ait une validation du propos, mais surtout une ampleur qui serait donnée à ce propos, en fait. Et cette ampleur, elle passe par l'image, elle passe par le média, le cinéma ou la télévision. C'est les meilleurs moyens de faire entendre ces propos-là, cette réalité-là. Et pour moi, les changements sociétaux, ils passent clairement par la possibilité de pouvoir les exprimer, mais surtout la possibilité de pouvoir représenter et de faire entendre quels sont les problèmes et à quel niveau on peut agir pour dépasser ces problèmes. Il y avait vraiment une volonté d'ouvrir le débat avec ce film, en fait. Donc, voilà. C'est le racisme un peu institutionnalisé, ou de tous les jours, où on se rend même plus compte que c'est du racisme, et c'est des petites actions
Enfin, il y a les petites actions du quotidien où les gens se rendent pas compte que c'est pas ok, et il y a le fait que les institutions perpétuent un peu les inégalités. Bon, c'est une combinaison des deux. Bah, déjà, j'essaierai de lui expliquer que c'est pas lui le problème, lui ou elle. J'essaierai d'expliquer que probablement les personnes qui le rejettent, ouais, ont juste des idées préconçues et des idées fausses sur lui. J'essaierai d'expliquer un peu la situation pour qu'il se sente moins mal vis-à-vis de ça. J'essaierai de lui dire de peut-être trouver des pairs avec qui il pourrait être lui-même et pas avoir peur d'être rejeté. Il y aura toujours des gens, il y aura toujours des racistes, il y en a toujours eu. Et il faut juste essayer de se construire malgré ça et enfin, je pense que c'est tout à fait évitable et aller vers des personnes juste plus intelligentes et qui ont des valeurs un peu plus intéressantes. Et ça a l'air d'un drame sur le moment. Mais je pense qu'on peut facilement se construire et s'entourer de bonnes personnes. Déjà, faire son propre travail de conscientisation de la problématique, donc s'informer, ça commence par s'informer, ça commence par demander aux personnes concernées de quelle façon le racisme systémique les affecte, à quel niveau ça peut être justement, que ce soit au sein d'une école. Est-ce qu'à un moment, si une professeure, elle apprend qu'un élève est critiqué à cause de sa couleur de peau ou qu'il subit des remarques désobligeantes de ses camarades, ça commence par là, ça commence par parler à cet élève, mais parler aussi aux autres élèves, aux élèves qui agissent à l'encontre de cet enfant, pour comprendre quels ont été les mécanismes qui ont fait qu'à un moment, l'autre élève, de par sa couleur de peau, est devenu stigmatisé ou a été à un moment maltraité par ses copains. Donc ça, c'est observer, en fait, observer, développer de l'empathie, questionner, se remettre en question, s'informer, se cultiver, lire aussi, lire les écrits qui maintenant sont accessibles à tous, des écrits qui expliquent justement de quelle façon on peut combattre le racisme systémique, de quelle façon on est tous finalement confrontés, que ce soit ceux qui l'exercent ou ceux qui le subissent, au racisme systémique, et de quelle façon on arrive à le déconstruire ensemble, parce que c'est uniquement ensemble qu'on pourra agir réellement. En fait, il y a souvent cette fausse théorie qui voudrait que le racisme, ce soit un problème de noirs. Le racisme, c'est un problème que les noirs subissent, mais ce n'est pas un problème de noirs, en fait. Le racisme, c'est un problème de blancs. Donc il est exercé par des personnes qui, pour des raisons diverses, pour certaines personnes, c'est parce qu'elles n'en ont pas conscience. Pour d'autres, c'est parce que finalement, remettre en question leurs privilèges serait trop coûteux et viendrait affecter leur mode de vie ou viendrait affecter même l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants, leur mode de pensée, etc. Donc il y a cette idée de se construire selon un mode de pensée. Et c'est beaucoup plus rassurant de rester figé dans une pensée ou dans un modèle. Il y a toujours cette crainte de céder sa place à l'autre, de se dire, mais on le voit en France, il y a justement ces discours de droite, Zemmour et compagnie, leur grande crainte, c'est le grand remplacement. Comme si tout d'un coup, on imagine que, je sais pas, des Noirs vont arriver,
coloniser la France et faire des enfants à toutes les Françaises et que le vrai Français n'existera plus. Mais c'est un mythe complètement fantasmé. Je veux dire, le grand remplacement, il s'est plutôt fait à l'inverse, quand les Blancs ont colonisé l'Afrique. Et à ce moment-là, on fait des Africains leurs esclaves. Donc, et là, il y avait un vrai souci. Et ce problème, c'est qu'encore aujourd'hui, les effets délétères du colonialisme restent toujours en surface. C'est on n'a pas encore réellement pris conscience, ni même assumé, de part et d'autre, les effets et les conséquences du colonialisme, qui bien évidemment régissent encore nos vies aujourd'hui. Et donc oui, je pense qu'un allié, il doit surtout s'informer, s'il veut être un allié, et écouter. Écouter, c'est important. D'essayer de dépasser la crainte de l'autre, d'oser aller vers l'autre, d'oser se confronter à l'autre, parce que c'est dans la confrontation, mais une confrontation saine, pas une confrontation violente, une confrontation constructive, qu'on arrive à juste comprendre que finalement l'autre est pas si différent de soi, et somme toute on peut même trouver des liens et voir des similitudes, et puis surtout on peut apprendre de l'autre. C'est une richesse que d'être différent. Et là, je parle de toutes les différences possibles, de toutes les minorités, que ce soit des différences d'orientation sexuelle, que ce soit des différences de physique, tout type de différences. Et finalement, une option pour aller vers l'autre et pour essayer de comprendre de quoi l'autre est fait. Et à partir de là, on ressort juste plus fort de ce dialogue, de cet échange, parce que un système qui fonctionne, c'est un système qui est basé sur les échanges, mais sur des échanges qui nous permettent de grandir et qui nous permettent de nous affranchir de nos stéréotypes, de nous affranchir des barrières qu'on se met, parce que finalement, le fait d'être différent nous pousse à rester entre nous, parce qu'on a peur de l'autre. Mais en restant entre nous, on ne développe pas la possibilité de créer des liens. Et une société, elle s'enrichit par ces liens-là, par les liens qui font qu'on a tous et toutes nos individualités. Et c'est ce mélange d'individualités qui est salutaire, qui est salvateur, puis qui donne un espoir pour la suite, en fait. Mais voilà, ça paraît... Ça paraît presque utopique de dire ça, et ça l'est, mais je pense qu'il faut l'être un peu, et il faut imaginer tout ce qu'on peut mettre en place pour avoir un monde meilleur et plus égalitaire, surtout là. Parce que tout le monde bénéficiera de ces égalités-là. C'est pas dans les inégalités qu'on arrive à accéder à quelque chose de plus sain. C'est justement en essayant d'être... parce que j'en reviens à ce que je disais avant, il y a toujours cette peur de perdre. Mais en fait, on oublie que l'égalité fait qu'on est tous gagnants, et qu'à partir de là, ça permet de développer d'autres possibles ensemble. Donc oui, c'est juste imaginer d'autres possibles ensemble. Voilà.